Bonjour à toutes et à tous, quel mage êtes-vous? Non les fans d'Harry Potter, je ne parle pas de votre maison à Poudlard. Non les joueurs de jeux de rôle, je ne parle pas de votre classe dans Donjons et Dragons. Pas d'inquiétude, restez par ici, vous allez pouvoir m'aider. Je me baladais sur les réseaux sociaux et entre deux pertes de foi en l'humanité, je suis tombé sur ce genre d'images, plus ou moins accompagnées de vidéos, sur la classification des dragons. Et la réflexion m'est venue, est-ce que ça existe pour les magiciens, sorciers, devins et copains? Et après 3 secondes de recherche sur internet, la réponse était... oui! Et même très souvent. Trop souvent. Et bien entendu, je tenais à porter ma pierre à cette tour de Babel de l'imagination. J'en appelle donc au spécialiste de la question, le bada sorcier. Salut les filles! Vous avez vu, on a une amélioration graphique, j'espère que ça vous plaît. Précision nécessaire, ce classement est à pur but d'amusement et aucunement de faire des règles que tout un chacun doit absolument suivre. Comme les classements de monstres, dragons et autres, tout ceci n'est que fiction et détente. En premier lieu, qu'est-ce qu'un magicien? Quelqu'un qui fait de la magie, certes, mais alors qu'est-ce que c'est la magie? Voici la définition du Robert. Art de produire, par des procédés occultes, des phénomènes inexplicables ou qui semblent tels. Cette définition vaut surtout pour la réalité, avec un procédé auquel on ne comprend rien et un résultat semblant impossible. C'est ce qui laisse de la place à la prestidigitation, où le principe est de cacher le processus pour créer une illusion, ainsi qu'à la science de si haut niveau qu'on ne comprend plus comment elle marche. Ça laisse également une fenêtre pour que des charlatans viennent nous dire que telle chose est de la science alors que c'est de la magie. En fiction, il nous faut une définition légèrement différente. Capacité à accomplir des actions impossibles aux autres de par les lois de la physique en vigueur. Donc dans un univers comme la réalité, lancer des boules de feu, c'est de la magie, parce que les humains normaux en sont incapables. A l'inverse, dans les royaumes de feu, tous les personnages sont des dragons. Donc voler, cracher du feu ou de la glace, ce n'est pas de la magie, ce sont des capacités normales. Par contre, ils sont bien incapables de cuire des pâtes. Ils n'arrivent même pas à ouvrir un sachet. Un dragon qui arriverait à cuire des pâtes serait, dans cet univers, un magicien, un nouillomancien. Vient la question du classement. Sur quels critères? Eh bien, ce n'est pas si simple de trancher. C'est pourquoi je vous propose plusieurs approches. Comment, quoi et pourquoi. D'abord, le comment. Comment ces magiciens font-ils de la magie? La première famille, la plus représentée, les invocateurs. Invoquer, au sens littéral, cela signifie appeler par la voix. Ici, c'est assez simplement le fait de faire de la magie grâce à un appel. Et là, c'est incroyablement large. On a les formules magiques d'Harry Potter, les rituels dans le collège invisible, les invocations de monstres dans Onmyoji, même Merlin qui parle aux animaux ou aux éléments naturels dans la légende arthurienne. Le principe est très ancien. Les Grecs de l'Antiquité prenaient en note des formules magiques sur des tablettes. Les scribes égyptiens faisaient cela sans doute bien avant encore. La magie dans l'histoire commence par des mots, puis elle s'adjoint à des outils et des objets. Et c'est une métaphore claire de la puissance du langage, de la rhétorique, ainsi que du savoir en général, de la connaissance des formules magiques et des rituels adéquats. Là où les invocateurs se distinguent les uns des autres, ce n'est pas vraiment par leur palette de sorts ou leurs vêtements plus ou moins décadents, c'est plutôt par ce qui leur sert à invoquer. Parfois l'invocateur est conforme à l'étymologie et se contente de sa voix, comme Saruman invoquant une tempête dans Le Seigneur des Anneaux. Parfois, des accessoires sont utilisés, des baguettes magiques, des bâtons, des colifichets, des talismans, des équipements, toutes sortes de babioles. Cela ajoute au décorum de l'invocation et à la culture associée à cette forme de magie. Les talismans sont-ils obligatoires à la réussite du sort, ou simplement culturels, ou presque décoratifs? Est-ce qu'ils servent à honorer une tradition, à conduire la magie plus efficacement, à rassurer le magicien lui-même? L'important pour rester dans cette catégorie, c'est que la base reste une formule, un chant, une évocation orale. Le sort silencieux, sans prononcer de formule magique, est une compétence avancée pour les maîtres de ce domaine. Seconde famille, très large elle aussi, les alchimistes.
Ici, les magiciens n'ont pas vraiment de pouvoir en eux-mêmes. La magie est contenue dans des plantes, des roches, des animaux. De la poudre de perlimpinpin. Et c'est en les mélangeant de façon précise qu'on obtient la potion ou l'objet ayant les pouvoirs désirés. Encore une fois, c'est très large. On trouve côte à côte Severus Rogue, encore d'Harry Potter, Jace d'Arcane et tous les magiciens de C-Drama qui font un thé avec 3 feuilles d'arbre, appuient sur 2 points du corps et pouf, tous les poisons sont annulés. La particularité des alchimistes, c'est que ce sont les plus scientifiques des magiciens. Leur art se rapproche évidemment de la chimie. Ils ont des procédures précises, des dosages, des matériaux à collecter. Ce sont aussi les magiciens auxquels il est le plus facile de s'identifier, car l'humain moyen de la réalité n'a pas de pouvoir magique. Mais il pourrait mélanger du jus de basalte et de la poudre de citrouille. Donc on se dit que l'on pourrait faire de la magie nous aussi. Bon, je vous déconseille d'essayer. L'Inquisition paradisiaque n'apprécie pas vraiment ce genre de superstition. Les enchanteurs et les porteurs. 2 en 1, c'est les soldes. Ici, on s'intéresse au cas des objets magiques, lorsque c'est l'objet lui-même qui porte le pouvoir. Celui qui le fabrique est l'enchanteur, celui qui l'utilise est le porteur. Avec ces noms, vous pensez évidemment à l'anneau unique, où Sauron est l'enchanteur et Frodon le porteur. Pour un exemple chez Marvel, nous trouvons Mjolnir, dont les nains de Nidavellir sont les enchanteurs et Thor le porteur. Enchanteur et porteur sont liés, mais très différents. L'enchanteur possède la magie ou l'art magique qui permet de produire l'objet. Mais le porteur n'a pas forcément besoin d'être mage lui-même pour utiliser cet objet. Également, il est facile d'introduire une tension entre les deux. L'enchanteur peut avoir produit l'objet dans un but et le porteur faire complètement l'inverse. Simple, efficace, toujours gagnant. L'objet en lui-même porte une dimension symbolique en fonction de sa forme et de ses pouvoirs. L'anneau unique est une métaphore du pouvoir et de l'ambition corruptrice. Une épée magique est un symbole de force évident, mais peut osciller entre la violence barbare et la noblesse responsable selon sa forme. Un trône magique va apporter une domination sur les autres, par un pouvoir ou un autre. La Mobius Chair dans Batman, qui donne l'omniscience, par exemple. Pour créer votre objet magique, choisissez d'abord l'objet en fonction de son symbolisme et ensuite son pouvoir, toujours en fonction de ce qui est utile ou symboliquement utile. Et n'allez pas forcément à l'évident. Prenez ce qui est cohérent avec votre univers et votre message. Tant pis si cela donne une louche à potage maudite ou un poignard qui soigne ses victimes plutôt que de les blesser. Une situation un brin absurde a tendance à davantage marquer les esprits si bien exploitée. Les mages puiseurs. Oui, c'est moi qui ai inventé le terme. L'idée est relativement simple. Le mage doit puiser dans une ressource pour lancer ses sorts. Et si la source se tarit, il est marron. C'est la majorité des magiciens de jeux vidéo ou de jeux de rôle, tout ce qui fonctionne à base de mana, les mages de Skyrim, les magiciens de League of Legends, les psykers de Warhammer 40k qui utilisent les énergies du warp. Tout ce bon monde, hop, mage puiseur. Si le principe est extrêmement simple à décrire, il implique un certain travail de création du monde. Et oui, vous ajoutez à votre univers une source d'énergie capable de modifier la réalité. Ce n'est pas rien. Alors, est-ce que cela se manifeste par des fluides ésotériques et invisibles, des puits de mana, des blocs de magie concentrés? Est-ce que la nature réagit à sa présence? Des roches se chargent d'énergie peut-être, des modifications de la topographie. Les animaux deviennent-ils plus forts ou au contraire tombent-ils malades? Est-ce qu'ils subissent des mutations? Et les sociétés, que font-elles? Est-ce qu'elles ont peur de cette énergie? Est-ce qu'elles essayent de se l'approprier? Y a-t-il des lois? Ou juste celles du plus fort? Quelles sont les conséquences de l'usage de la magie, outre les sorts? Est-ce que la mana est une énergie renouvelable ou peut-elle s'épuiser? Si elle s'épuise, qu'est-ce qu'il se passe? Si elle s'accumule, voire déborde, qu'est-ce qu'il se passe? Les mages puiseurs sont surtout des mages épuisants, parce qu'il ne faut pas réfléchir à un personnage, à un art ou à quelques babioles magiques, mais à modifier le monde dans son ensemble. Mais prendre le temps de le faire donne un résultat très satisfaisant.
Les pactisans. Dernière manière de faire, la plus risquée aussi. Comme dit plus haut, l'humain moyen de la réalité n'a pas de pouvoir magique. Mais qui dit qu'il n'y a pas d'autres êtres qui pourraient détenir des pouvoirs que nous considérerions comme surnaturels? C'est sur ce postulat que se basent les pactisans, ceux qui font un pacte avec une entité supérieure pour obtenir un pouvoir tout aussi supérieur. On dit bonjour aux rituels obscurs de Lovecraft pour obtenir la bénédiction de Cthulhu ou autre abomination cosmique. On salue les occultistes de Donjons et Dragons et leurs contrats magiques. On invite le docteur Faciliès de La Princesse et la Grenouille qui tient ses pouvoirs des esprits des morts. Ses amis viennent de l'au-delà. Bref, bienvenue bande de gens prenant beaucoup trop de risques. En effet, il est franchement rare que les pactisans fassent accord avec des êtres bienveillants, des esprits de la nature sympas comme les djinns de la Corne des Sables d'Ivoire, ou des dieux qui prennent un minimum soin de leurs fidèles, tels les paladins des dires dans la forteresse du Chaudron Noir. Non, le pactisan de base, il vit un film d'horreur, il fait un pacte avec un démon, il vend son âme et il le regrette dans la seconde. Le pactisan un peu plus malin, il protège ses arrières dans le contrat, mais il a toute sa vie une épée de Damoclès au-dessus de la tête. S'il déplaît une seconde à son patron, au mieux il perd ses pouvoirs, au pire il se fait arracher de la réalité et transformer en gelée quantique. Ce n'est pas un destin enviable. Le principe du pactisan est intéressant, car il crée une relation de dépendance voulue. Le pactisan veut du pouvoir, mais il sous-estime souvent à quel point il devient dépendant de l'entité à laquelle il se lie. Et ça, c'est un thème en soi, mais la quête pour se libérer de ce pacte est un moteur à histoire sans fin. Autre approche, le quoi. Ils font quoi de leur magie? Ce classement est peut-être le premier auquel vous avez pensé, les usages de la magie. Et nous allons en effet partir des bases, des classiques de la prestidigitation, jusqu'aux pouvoirs cosmiques phénoménaux. Dans l'ordre, le mouvement, faire bouger des choses sans les toucher. Lévitation, télékinésie, la force dans Star Wars, pour faire simple. La destruction, détruire un objet d'une manière ou d'une autre, explosion, effondrement, vieillissement accéléré, moisissure. Le soin, restaurer l'état d'un objet ou d'une personne, un classique de jeux vidéo. La fusion d'objets, deux objets séparés qui n'en font plus qu'un sans s'entre-détruire. Ce dernier point est important. Ce peut être pour le style, un crayon qui traverse un ballon sans l'éclater, c'est de la prestidigitation. Ce peut être pour l'horreur, fusionner une enfant et un chien, c'est Fullmetal Alchemist. L'extraction, retirer une partie d'un objet uni. Ce peut être pour inverser une fusion d'objets, séparer livre et chaudron ici. Ce peut être aussi pour déréparer quelqu'un, en retirant son cœur. En général, c'est plutôt une magie de voleur qui lance une extraction sur la bourse d'un passant. La disparition, faire disparaître complètement un objet. Pouf, il n'existe plus. Pas une invisibilité, une cessation d'existence. La génération, domaine incroyablement large puisqu'il s'agit de faire apparaître des choses qui n'étaient pas là la seconde auparavant. À distinguer de l'invocation d'objets. Quand on invoque, l'objet invoqué existait déjà et vient à vous. Quand on génère, l'objet généré n'existait pas et existe à partir de maintenant. Et c'est là qu'on a le plus de diversité. On peut générer directement des objets, des êtres vivants, des constructions complexes. Exemple, la sorcière blanche dans Narnia, génération de boîtes de loukoum. Ou alors on peut générer selon des thèmes, élémentaires pour la plupart. Vous pouvez prendre les 4 éléments grecs, eau, feu, terre, air, archi classique. Ou les 5 éléments chinois, eau, feu, bois, métal, terre. Ou des découpages plus exotiques encore. Tenez, dans Ninjago, on commençait avec feu, glace, terre, foudre, puis on ajoute l'énergie ou le verre, qui sommes-nous pour juger, puis création, destruction, ténèbres, puis encore métal, vitesse, ambre, son, lumière, forme, esprit, nature, poison, gravité, ombre et fumée, puis
vent, eau et temps, et c'est toujours pas fini, récemment, technologie, chaleur, fusion, équilibre, secousse, onde de choc, rien à voir avec secousse, plante et pas nature, attention, propulsion, réflexe, taille, tension de surface, décomposition, force brute, malchance et insectes, et on a même entendu parler de l'imagination, des courants d'air chaud et de l'élément de surprise. C'est parti en sucette de ouf, frère! Piochez ce que vous voulez là-dedans. La transformation, changer un objet en un autre. Rien de bien exceptionnel, mais attention à un cas particulier, l'auto-transformation. Ils m'ont dit que je pouvais être ce que je voulais, alors je suis devenu un lapin. Le transfert, déplacer des objets instantanément, avec des subtilités. La téléportation, qui implique en général des portails ou des points de téléportation, et l'on ne se déplace que d'un point à un autre. La transposition, soit échanger les emplacements de deux objets, pensez Aoi Togo dans Jujutsu Kaisen, ou le dash, qui permet de passer au travers d'un obstacle sur de courtes distances. La psychomancie, la manipulation de l'esprit d'autrui. Les usages sont assez vastes. On commence par lire les pensées d'autrui, comme Anya de Spy X Family, et on continue en ayant des discussions par lien télépathique. Nos cerveaux, ils font la communion spirituelle. On se met à soumettre des gens à sa volonté comme un illitide, et on finit par pouvoir fouiller dans les souvenirs, briser l'esprit de l'autre et réécrire sa psyché entièrement, comme Charles Xavier dans X-Men. Logan, même si j'ai la faiblesse de tolérer vos cigares dans la résidence, vous allez m'éteindre ça tout de suite, sous peine de passer le restant de vos jours persuadé que vous êtes une fillette de 6 ans. Ça peut aller assez loin. La prédiction. Connaître à l'avance ce qu'il va se passer. Ce qui est une approche de la chronomancie, mais légère. Le monde entier n'est pas chamboulé parce qu'une seule personne a eu une prédiction. Mais la personne peut, elle, être chamboulée. L'avenir est-il inévitable? Vouloir fuir son destin revient-il à courir vers lui? Vous avez 3 heures. La physicomancie, la manipulation des lois physiques, une catégorie à part. En effet, faire de la magie implique de contrevenir aux règles de la science classique. Mais nous allons plus loin. Ici, on ne parle pas de faire quelque chose d'impossible, plutôt de modifier ce qui est possible ou non. Changer les règles du jeu en cours de partie, modifier des lois de la nature, ajouter ou supprimer des dimensions, changer un point de bascule historique. Attention, cela implique des conséquences souvent cataclysmiques, le vivant reposant sur des équilibres très délicats. Néanmoins, il y a 2 physicomancies qui reviennent tout le temps, la spatiomancie et la chronomancie. La spatiomancie, modifier le fonctionnement de l'espace. Scène de film d'horreur classique, fuir le monstre par un couloir, mais le dit couloir s'allonge au fur et à mesure qu'on le parcourt. Chronomancie, toute modification du cours du temps. Accélération, ralentissement, inversement, voyage temporel, toutes sortes de paradoxes et de vidéothéories. En fait, le voyage dans le temps a fait ceci, cela, et donc Marty n'a pas dragué sa mère, mais sa mère d'un univers alternatif. D'ailleurs, les théoriciens du cours du temps, en toute amitié, vous êtes très sympas, mais il faudrait se détendre. Aucun d'entre vous n'a fait de voyage temporel, personne n'en a jamais fait. Ne venez pas nous expliquer comment fonctionne un phénomène hypothétique et probablement impossible. Ou alors prenez un peu plus de recul et expliquez les différentes possibilités et modèles d'explication. Ce serait fort aimable. Tout ceci sont les applications de la magie. Et l'intérêt est moins ce que vous permettez de faire à votre magicien que ce qu'il ne peut pas faire. S'il doit franchir un mur et qu'il a accès à la génération d'échelles, ça va être assez rapide. Mais si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il peut détruire ce mur et prendre le risque d'ameuter toute la ville? Est-ce qu'il sait manipuler les plantes pour faire une liane et grimper? Est-ce un maître de la roche qui va commander au sol de lui construire un escalier? La limitation crée un moyen de réfléchir, d'être malin, débrouillard, ce qui est bien plus intéressant qu'un mage qui règle tout à grands coups de baguette magique dans tous les sens. Et enfin, le pourquoi. Pourquoi fait-il de la magie au fait? Ce n'est quand même pas parce qu'il s'ennuie. Et pourquoi pas?
En fiction, tout est possible, même si tout n'est pas utile. On peut tout de même faire de grandes catégories. Les plus connues sont bien sûr magie noire et magie blanche. Point de racisme là-dedans, rassurez-vous, cela a d'abord attrait à l'heure où la magie se fait. La magie blanche, ou magie lumineuse, se fait en plein jour, est connue de tous, sert le bien commun. C'est la gentille sorcière du Sud dans Le Magicien d'Oz, qui utilise ses pouvoirs pour aider son prochain. C'est un cas où l'on casse un peu du mystère de la magie pour lui permettre d'être accepté. Les arcanes mystérieuses et potions complexes sont effrayantes pour les gens normaux. Donc on fait tout cela sans le cacher. On partage un peu de son savoir pour que les gens comprennent un peu mieux et ne soient pas effrayés. La magie blanche, c'est d'abord celle où il y a une relation de confiance entre le magicien et ses concitoyens. A l'inverse, la magie noire, c'est celle qui se fait la nuit, quand il fait noir. Putain, il est fort ce con. C'est la magie la plus mystérieuse, dont on ne connaît ni les rites, ni les buts. Pourquoi le magicien se cacherait-il pour faire sa magie, si ce n'est parce qu'il complote un mauvais coup? Avant d'être une magie destructrice, la magie noire est celle qui est mal intentionnée, effrayante, envers laquelle on n'a pas confiance. Avec cette dualité vient un spectre de nuances de gris qui font toute la passion des auteurs. Parce qu'il est en réalité extrêmement rare de rencontrer un mage complètement mauvais et égoïste, qui fait des choses cruelles sans qu'on sache ni comment ni pourquoi. Oui, Barbe Noire dans Pirates des Caraïbes 4, c'est un bon exemple. Mais il est tout aussi rare de trouver un magicien sympa, ouvert à tous, qui partage sans problème sa connaissance. Même le grand Schtroumpf, notoirement généreux et alchimiste à ses heures, préfère travailler seul, sans que quelqu'un vienne lui schtroumpfer les pieds. On a donc une grande quantité de magiciens gris, ou plutôt de faux mages blancs. Généralement, ils sont bien intentionnés, mais préfèrent cultiver une part de mystère, justifiant de ne pas partager leurs secrets par la dangerosité de ceux-ci. Mais on pourrait aussi imaginer un mage cruel, vilain, méchant, mais qui partage librement ses sortilèges et recettes de potions, afin que d'autres ignobles, et même que tout un chacun en profite et répandent encore plus de malheur avec de la magie incontrôlée. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais l'idée me semble pas mal. Enfin, la dernière question à se poser me semble être celle du contrôle. Est-ce que votre magicien contrôle vraiment sa magie? Est-ce que ses résultats sont fiables? Parce qu'alors, il peut avoir les meilleures intentions du monde et provoquer des catastrophes, ou vouloir dominer le monde et finir par l'améliorer. C'est particulièrement important pour ceux qui sont frappés par un sortilège, à l'instar des loups-garous. Le loup-garou de base ne choisit pas de se transformer en monstre, il subit le sortilège. Mais certains contrôlent leur transformation plus ou moins. Les loups-garous de Twilight par exemple, ou Beorn dans Le Hobbit, il choisit quand il se transforme en ours, mais sait que dans cette forme, il sera beaucoup plus sauvage et violent. Ranma, dans Ranma 1/2, est soumis à son sortilège, qui le change en fille chaque fois qu'il est au contact de l'eau froide. Mais il peut se débrouiller pour se transformer selon son besoin. Les pouvoirs subis ou mal contrôlés sont très intéressants car ils amènent une certaine dose de chaos tout en mettant en avant la thématique de la responsabilité. Comment le magicien vit-il avec ce pouvoir qu'il n'a pas voulu? Est-il innocent des dégâts que produit son pouvoir, parce qu'il ne le contrôle pas? Ou est-il responsable de ne toujours pas contrôler ce pouvoir et donc de produire des dégâts? Hop, voici un petit résumé. Enfin, j'aimerais vous dire quelque chose de simple. La magie n'est pas cloisonnée, ni par ses classements, ni par aucun autre. En fiction, la magie n'est que métaphore, parallèle avec le pouvoir ou la connaissance, avec l'ambition personnelle, avec la personnalité, avec l'histoire ou la culture. Comment voulez-vous qu'une métaphore aussi vaste se cantonne à un rôle ou à une seule fonction? Pour le prouver, j'appelle à la barre le meilleur des magiciens, Gandalf.
D'abord, c'est le magicien gris, mais il fait de la magie blanche. La blague est valide. Il fait principalement sa magie par la parole, invocateur, mais aussi en faisant des feux d'artifice, alchimiste. Sa magie va de parler aux animaux à la télékinésie, en passant par la génération de boucliers de lumière. Il manie même des objets magiques. Bon, et tout ça pourquoi ? Pour accomplir son rôle. Gandalf, c'est un mentor pour les membres de la communauté de l'anneau. Il utilise un pouvoir ou un autre selon les besoins de la situation. Non pas pour résoudre tous les problèmes, mais pour permettre à la communauté d'avancer. Conclusion, si vous êtes pris par l'envie de créer un magicien ou deux, ne pensez pas tout de suite à ses pouvoirs. Demandez-vous d'abord à quoi il sert, ce qu'il fait dans votre monde, dans votre intrigue. Est-ce un mentor, une menace, un héros, un allié, un élément du décor ? Et en fonction de cela, vous pourrez revenir à cette classification et piocher le pouvoir qui vous intéresse, le principe qui semble cohérent avec votre univers. Et vous ferez un super magicien.